Général, mesdames et messieurs, les officiers supérieurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, bonsoir, je suis Samantha Lille et je suis ravie de vous accueillir ici à l'hôtel de Brienne pour la demi-finale du prix Clémenceau 2025. Comme vous le savez sans doute, il s'agit d'un concours d'éloquence qui rassemble les meilleurs talents de nos écoles, de nos grandes écoles militaires. Pour cette 6e édition, 16 demi-finalistes vont se confronter avec élégance et fair play, enfin nous l'espérons, sur un thème, et quel thème, puisqu'il s'agit du courage. Ils auront 3 minutes pour vous captiver et vous convaincre et 3 minutes pour répondre à quelques questions. Leurs prestations seront évaluées par un jury composé notamment des plumes des hautes autorités militaires et de personnalités issues du monde civil, en lien évidemment avec le domaine de l'art oratoire. Et sans plus attendre, je vous propose de les accueillir. Le premier à nous rejoindre est le général de division Laurent Cluzel, directeur adjoint de la délégation à l'information et à la communication de la Défense. Nous avons aussi le plaisir d'avoir la plume du ministre des Armées, monsieur Gauthier Gadriot. Avec nous également Madame la commissaire en chef de première classe, Hélène Stim-Popper, plume du commissariat des armées. Le capitaine de frégate Louis de la Rivière, plume du chef d'état-major de la Marine nationale. La lieutenant-colonel Laura Rajosepha, plume du commandant de l'espace. Madame Mathilde Herman, plume du délégué général pour l'armement. Madame Emmanuelle Ndoudi, plume du service de santé des armées. Madame Alexandra Lebouélec, responsable communication de l'agence ministérielle pour l'IA de défense. Et enfin, Madame Florence Lonck, plume de la déléguée à l'information et à la communication de la défense. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et sans plus attendre, évidemment, je vous propose d'accueillir notre premier candidat. Un candidat qui croit forcément aux deuxièmes chances puisque c'est sa 2e participation au prix Clémenceau. J'appelle le lieutenant Arthur Emery qui nous vient de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur, paraît-il. Alors le micro est à vous, bonne chance. Mon général, mesdames, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, chers jurys. Je repense parfois à ce soir de décembre. Sa nuit noire et lourde, la lumière crue des phares, et, au détour d'un carrefour, le choc quand nous les apercevons. Là, une moto couchée sur le côté. Une flaque de sang. Au fond, une silhouette étendue. Un homme sexagénaire à son chevet, la masse. Je le sais, il est inefficace. Je lui propose un relais. Sa réponse est cinglante. « Je suis médecin, jeune homme !» Je reste quoi? M'occupe à d'autres tâches. Quelques instants plus tard, un garçon de 14 ans était mort. Aurait-il fallu agir, se jeter tout entier dans la bataille pour tenter de sauver quelques parcelles de vie dans ce corps? Après tout, savoir ce qui est juste et ne pas le faire démontre l'absence de courage. La justice, chez Confucius, additionne le jugement au devoir. Le premier permet de situer le second, se mettre au service du tout, à commencer par les autres. Le courage, lui, unit la volonté et la force qui permettent de traduire cette aspiration en actes. En somme, justice et courage forgent l'homme qui comprend, transforme et ne subit jamais ni le destin, ni les circonstances. Un parangon d'harmonie qui ne résiste pas à l'épreuve de l'action. Dans le choc et la surprise, quand le temps presse, que les options manquent, on sent parfois qu'il est juste d'agir sans pour autant savoir comment, dans le cas qui nous intéresse. Il eût bien sûr été juste de tout faire pour sauver le garçon. Mais qui? D'un médecin expérimenté que l'âge avait trahi ou d'un jeune ignorant mais plein de bonne volonté pouvait le mieux endosser ce rôle?
En vérité, le courage est autant l'ascèse d'une vie entière de droiture que le bref élan face au danger et à l'incertitude. Impossible de se payer toujours le luxe de savoir situer précisément son devoir. Le courage se limite parfois au simple refus de subir. Il se fait, sans prévenir, courage de la sagesse ou courage de la révolte. Le second m'a manqué ce soir de décembre. Paralysé par la peur de mal agir, j'en oubliais que ne rien faire, c'est abdiquer. La leçon est amère. Mieux vaut se dresser, fût-ce à tâtons, plutôt que demeurer l'esclave du destin. Il nous reste à solder une ultime question, rendue pressante par vos regards, les uniformes tendus sur vos poitrines et les symboles d'une histoire glorieuse qui ornent ce salon. Aura-t-il les tripes, ce petit lieutenant en tenue de parade, de commander au feu? Le temps sera juge. Je peux au moins apporter cette réponse. J'ai effleuré, un soir de décembre, le prix de l'indécision, son odeur métallique, sa sourde souffrance. Savoir ce qui est injuste et ne pas le refaire sera mon épreuve de courage. Je vous remercie. Cher jury, vous avez désormais 3 minutes pour poser quelques questions. Lieutenant, votre définition du courage met en exergue l'alignement entre l'intellect et l'action. Et vous posez la question de votre capacité à commander au feu. Mais quelle place pour les hommes et le collectif dans votre définition du courage? Et est-ce que le rôle du chef n'est-il pas d'inspirer le courage autant que de l'avoir lui-même? Le courage est effectivement, selon moi, le pont entre la pensée et la réalité concrète des choses. La place du collectif, ici, en est un moteur, une inspiration. C'est aux côtés de ses camarades, dans leurs regards et dans leurs épaules, que l'on retrouve cette volonté de passer à l'acte, d'oublier l'instinct de préservation pour avancer. Et le chef, en tant que moteur du collectif et que facteur de cohésion, a toute sa place dans ce système. Alors vous vous présentez devant nous pour la 2e fois. Est-ce qu'il faut du courage pour recommencer face à l'échec? Étant donné qu'on passe un bon moment, peu importe qu'on soit gagnant ou pas, je pense que c'est surtout une affaire de détermination. Le courage, il aurait fallu courir un risque. Alors, dans votre présentation, vous parlez un peu de vous. Vous parlez de votre Corrèze charnelle, vous parlez d'un coup de foudre pour la gendarmerie nationale, vous parlez d'une relation passionnelle pour les armées. Donc vous semblez être un homme qui vit la vie très intensément. Et donc je me pose cette question, pour vous, peut-il y avoir du courage dans la sobriété? Oui, mais la sobriété choisie. La retenue qui n'est pas une retenue d'impuissance, mais une retenue de la conscience parfaite et juste de sa place et de son rôle. Vous citez aussi parmi vos œuvres préférées Camus. Donc Camus, lui, valorisait le courage des limites. Quelles sont vos limites? Je dirais que mes limites, justement, sont celles que j'ai choisies. Celle que, par la liberté qui m'a été confiée, j'ai décidé d'embrasser en revêtant l'uniforme, par exemple. Et donc aujourd'hui, mes plus belles et plus importantes limites, c'est le devoir que j'ai envers mes subordonnés, celui que je vais avoir envers mes supérieurs, et au global, ce qui encadre ma manière de servir mon institution et ma patrie. On va poursuivre sur les éléments de votre présentation et je voudrais revenir sur ce titre, cette chanson inavouable. Je suis très curieux de savoir pourquoi vous insistez sur le fait qu'elle est inavouable. Parce que j'ai assez peu d'affection pour le groupe qui l'a composé personnellement, et en réalité je la trouve inavouable parce que musicalement ou en termes d'écriture, elle n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Donc c'est un petit plaisir coupable, j'allais dire justement la différence entre le plaisir immédiat et le bonheur plus intellectuel, plus complexe, d'aller rechercher des belles choses.
Merci beaucoup, lieutenant. J'invite maintenant l'aspirant Benjamin Diff de l'école polytechnique à entrer en scène. Alors c'est un concurrent qui a, dit-il, des goûts musicaux rétro et une passion pour les pulls en laine. Un homme moderne, assurément, mais peut-être allez-vous nous prouver le contraire ce soir. Bonne chance en tout cas. Merci. Cher jury, cher public, très chère multitude, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui ne me plaît guère. Et oui, la guerre. Car à la guerre, chacun doit se battre, parfois contre soi ou contre les autres. Tout le monde se bat soi-disant pour sa foi et pour ses apôtres, ou encore pour faire régner la loi et protéger les nôtres. Alors lorsque Machiavel déclare qu'à la guerre, le courage vaut mieux que la multitude, excusez-moi, mais je ne peux que douter. Et laissez-moi vous en servir une petite tasse. Car qui d'autre que de courageux dirigeants, qui pour le courage face à leurs opposants, oseraient déclarer une guerre? Imaginez quelques instants que nous soyons tous extrêmement peureux, sans aucun courage. Alors, nous n'oserions plus nous entretuer, nous ne ferions que douter, et la guerre cesserait naturellement d'exister. N'est-ce pas formidable? On a trouvé la solution, il suffit d'être fort, minable, d'avoir peur, de tous s'aimer et de toujours douter. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce thé, qui n'était pas trop doux. Mais pour ceux qui ont suivi, si vous recherchez le bonheur, gardez en tête qu'on n'est jamais trop heureux. Bon, j'en vois quelques-uns qui n'ont pas forcément compris où nous menaient toutes ces inepties. Alors, pour ceux-ci, je vais parler un tout petit peu plus sérieusement. Nicolas Machiavel signe sa citation d'un complément circonstanciel. À la guerre. On part donc du postulat que nous sommes en guerre et on se demande ce qu'il vaut mieux faire. Machiavel nous dit qu'il vaut mieux être courageux. Moi j'arrête tout de suite le débat ici. Il n'y a qu'une seule chose qu'il vaut mieux faire, c'est arrêter immédiatement la guerre. J'espère qu'on est tous d'accord. Maintenant que j'ai répondu à cette citation, on va pouvoir passer à autre chose. Ça tombe bien, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Benji, j'aimerais beaucoup remporter ce prix, mais pas non plus à n'importe quel prix. Car en fait, cette histoire de concours, encore une fois, c'est un petit peu une guerre. Il y a juste une différence, c'est que cette fois, on a les courageux d'un côté et la multitude de l'autre. Alors, à la manière des Hunger Games, les candidats sont venus ici aujourd'hui pour vous distraire. Mais au risque de paraître un petit peu redondant, de sorte que la fin rejoigne le commencement, moi, cette histoire ne me plaît guère. Alors à la guerre comme à la guerre, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, en espérant que ça fasse l'affaire. Devinez, je dois me taire. Bonjour, au début vous mentionnez que sans courage il n'y aurait pas de guerre. Ce ne sont que donc les courageux qui font la guerre? Alors évidemment, sans le courage de lancer la guerre, qui mène à tant de destruction, je ne vois pas comment on pourrait être en guerre. Mais une fois que nous sommes en guerre, les soldats qui s'entretuent, je ne peux penser qu'il n'ait pas de courage pour presser la détente. Lorsqu'on voit son semblable face à lui, ce serait terrifiant de penser qu'un homme sensé puisse tirer sans douter. Dans votre présentation, vous mettez que votre bêtise dont vous riez aujourd'hui, c'est d'avoir volé un chewing-gum. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Tout à fait, c'est pourquoi j'ai honte aujourd'hui d'avouer cette bêtise. Mais c'est grâce à ça qu'on apprend. J'ai appris lorsque j'étais dans ce magasin de Carrefour et que ma mère ne voulait pas m'acheter les chewing-gums, je ne comprenais pas.
Mes copains avaient des chewing-gums, j'en voulais. J'ai pris les chewing-gums, je suis parti. Alors après coup, évidemment, je me sens honteux. Mais ne faut-il pas commencer par voler des œufs avant de se rendre compte qu'ils n'ont rien à faire chez eux? En tout cas, il faut beaucoup de courage pour venir ici à l'hôtel de Brienne et devant les représentants de nos autorités politiques pour leur dire qu'il ne faut pas de courage pour faire la guerre. Est-ce du courage ou de l'inconscience, du coup? Rage. J'ai dit qu'il fallait du courage pour faire la guerre, mais plutôt qu'il fallait arrêter d'en avoir pour arrêter de faire la guerre. Évidemment, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de nombreuses guerres et que ce n'est pas en disant qu'on arrête d'avoir du courage et qu'on décide d'avoir peur que les guerres vont s'arrêter. On ne peut pas tous prendre des décisions au même instant. Alors maintenant, il faut avoir le courage de douter des décisions qu'on a déjà prises et de réfléchir toujours à celles qu'on prendra pour essayer d'arrêter la guerre sans forcément mener à la destruction. C'était une citation donc, de Nicolas Machiavel, qui était quand même maître dans l'art de la ruse. Et ça me fait penser à une autre. Donc je vais aussi faire appel aux grands auteurs et citer La Cité de la Peur, où on entend « On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. » Oui, j'ai vraiment bien cité. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Est-ce que ça vous a inspiré pour trouver votre chute ce soir? Alors pour répondre d'abord à cette citation, j'en prendrai une autre, celle du fameux film des Tuches. On peut perdre une fois sa carte bleue, pas 12. On peut perdre 2 fois sa carte bleue, pas 12. On peut perdre 3 fois sa carte bleue, pas 12. Alors vous connaissez la suite de cette fameuse tirade. Aujourd'hui, ce qui m'a inspiré, c'est avant tout vous, car même si mon discours ne le laisse pas forcément penser, dans vos métiers respectifs, vous avez tous beaucoup de courage. Alors aujourd'hui, je suis venu avec le courage de faire ces petites allusions, ces petites blagues. Êtes-vous un homme loup au cœur d'acier? Malheureusement, oui. Et je crois qu'on va s'arrêter sur cette réponse très courte. Merci beaucoup pour cette belle prestation. C'est désormais au tour du commissaire aspirant Clotaire Crucheron de l'école des commissaires des armées de prendre la parole. Alors, il a, selon ses dires, une affection toute particulière pour les piscines municipales un peu désuètes. Alors, j'espère très sincèrement que vous allez être questionné sur ce point par le jury, parce que personnellement, moi, ça me questionne aussi. Bon courage. Merci. Bon général, mesdames et messieurs les officiers supérieurs, chers membres du jury, le courage, c'est de la grâce sous pression. Personnellement, je fonctionne plutôt à l'envers. Après quelques pressions bien fraîches, la grâce enfin m'illumine. Et alors mon courage devient sans pareil. D'aucuns me diraient lâche, mais que celui qui n'a jamais puisé un peu de courage au fond d'un verre me jette la première bière. C'était mon cas encore il y a peu. Hier, je suppliais, je subissais. Ô toi, douce liqueur, réchauffe donc mon cœur, souffle vite à mon âme, évite-moi le drame de passer pour un sot au concours Clémenceau. Bon, vous l'aurez remarqué, ce que je recueille de l'alcool est un peu lunaire et je n'ai définitivement pas le talent d'Apollinaire. Toutefois, cette poésie récitée, nous pourrons désormais dire que nous avons partagé quelques vers. Ainsi, nous sommes maintenant un peu plus proches, et je peux alors enfin vous dire le fond de ma pensée. Si c'est être un lâche que de puiser son courage dans l'ivresse, alors nous sommes tous ici des lâches. Oui, tous. Que faut-il à un homme pour avoir le courage de partir si longtemps, si loin de ceux qu'il aime, au risque de ne plus jamais les revoir? La promesse de les retrouver bientôt,
ivre de bonheur, de voir son sacrifice leur offrir une vie, loin du sang, loin des larmes et des ruines qu'il a vues là-bas. Que faut-il à un homme pour qu'il trouve le courage d'avancer sans trembler, jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au cœur du combat? La promesse de sentir alors sa vie, si riche de sens, si anoblie du service de la patrie, si grande d'un coup. Est-ce lâche que de puiser son courage dans ces ivresses-là? Maintenant, si vous vous dites que, au final, tout cela, ces candides convictions, ne sont que la condensation des vapeurs alcooleuses d'un aspirant assommé, alors s'il vous plaît, conservez-moi un verre. L'alcool conserve, et j'aurai grand besoin d'elle pour traverser la triste nuit qui nous guette. Je vous remercie. Puisque nous avons partagé quelques vers, nous allons partager quelques rêves. Et en fait, ce qui m'intrigue dans votre présentation, c'est pas tellement cette citation et la manière de la commenter qui était très habile. J'aimerais que vous nous parliez de cette affaire de réveil, de rêve, la citation de Lacan. Tout à fait. Je ne l'ai plus en tête. Mais par contre, je suis tout à fait capable de la commenter. Parce que les rêves. Très bien. Moi, personnellement, je trouve ça merveilleux de voir la vie comme la poursuite d'illusions, mais qui, dans leur poursuite, devient performative. Et alors, tout est réel. C'est vraiment la force de l'esprit, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des animaux. On pense, on rêve, on espère, et c'est ça le moteur qui nous permet de transformer la réalité. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc moi, ça m'inspire. Pour rebondir sur cette question, entre France Gall, Camus et Lacan, qui vous inspire réellement? Camus. Heureusement, parce qu'en plus la chanson que j'ai prise de France Gall, Les 4 éléments, est un peu pleurnichante, d'où ma honte, mais non, c'est vraiment Camus qui m'inspire. La philosophie de la limite a été dite, et puis je l'aborde aussi avec ma réponse sur Lacan, dans la mesure où chez Camus il est question de créer du sens face à l'absurde, il est question de s'imposer face à un monde injuste, d'imposer la justice des hommes, d'imposer des valeurs morales dans un monde qui semble les nier. Donc en étant militaire, en défendant la France qui elle-même incarne des valeurs, c'est vraiment Camus qui m'inspire. Donc vous avez planché sur une citation de Hemingway dans Pour qui sonne le glas. Dans le même livre, il a cette citation: un homme intelligent, et puisque vous nous avez parlé de courage et d'ivresse, ça me fait faire le lien, un homme intelligent est parfois obligé d'être saoul pour passer du temps avec des imbéciles. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus? Ah, régulièrement. Régulièrement. Mais je pense que la réalité, c'est que, me concernant, effectivement, l'alcool me permet de passer quelques barrières, et je suis parfois pétri de préjugés, comme on l'est tous. Mais l'important, c'est de le savoir. Et l'alcool permet franchement de dépasser ça. Donc l'alcool permet de se rendre compte que c'est plus tout à fait des imbéciles, qu'il y a toujours quelque chose à tirer de quelqu'un. Est-ce qu'on peut revenir sur cette passion pour les piscines municipales? C'est le pédiluve qui vous inspire le courage? Non, c'est pas le pédiluve. Non, j'ai une passion des piscines municipales désuètes. Ça, faut vraiment le préciser, parce que j'ai passé de merveilleux moments. Moi, j'étais vraiment un enfant de la commune. J'allais à la bibliothèque municipale, à la piscine municipale, au stade municipal. Je suis très attaché à ça. Et puis leur côté désuet a un charme fou. L'herbe entre les... J'adore ça. Merci beaucoup. Je crois que nous ne verrons plus les piscines municipales de la même manière. Mais je vous y invite tous. C'est désormais au tour du commissaire... excusez-moi, c'est désormais au tour de l'aspirant Paul Goubet de l'École de l'Air et de l'Espace.
évidemment passionné d'aéronautique, mais vous pratiquez aussi de nombreux sports comme le VTT de descente et le judo. Alors j'espère que vous êtes prêts au combat ce soir. Sur sa case blanche, un jeune inventeur à qui les idées cavalières réussissent tour à tour. C'est un véritable roi dans son domaine, tenant avec passion les rênes de ses inventions. Plus qu'un simple pion sur son échiquier, c'est avec brio que ce véritable maître enchaîne les succès. La seule pièce manquante à cet édifice, c'est le fou. Mais fou, il va vite le devenir. Vous le savez, vous, que le succès n'est pas final. Ce roi, à qui tout avait réussi jusqu'à présent, se place désormais sur une case noire. Lui manquerait-il une case ou a-t-il simplement commis une erreur? Peu importe, le résultat est le même. Échec. Oui, malgré cette position favorable, échec. Échec, et voilà qu'il broie du noir. Échec, et c'est le début des idées noires. Car la seule chose qu'il aurait aimé notre inventeur, c'est encaisser l'échec. À la place, à force d'en enchaîner 1, 2, 3, 5, 10 pareils, il n'eut qu'une seule envie, disparaître. C'est à cause de ces jours sans fin que l'on perd son chemin. C'est à cause des jours sans queue ni tête qu'on y perd la sienne. Et finalement, c'est à cause de ces jours de féerie que l'on finit en psychiatrie. Ils le savent, les penseurs du moelleur, qu'il est moins douloureux d'être triste lorsqu'on n'a jamais découvert le bonheur. Condamné au tribunal des émotions, c'est ainsi qu'il s'enferme dans la plus ferme des prisons, la dépression. Signe clair d'une persévérance qui tire sa révérence. Adieu, adieu donc, force motrice, tristement reléguée au rang d'artifice. Sans courage, l'âge court, traînant avec lui des dommages sans calibrage. C'est dans ce rouage orageux que se place notre inventeur. Loin des rivages de la découverte, c'est dans une cage sans courage qu'il ravage son propre ouvrage. Je vous rassure, cet épisode de rime s'arrêtera là, j'ai passé l'âge pour ces enfantillages. Un jour passe, puis 2, 3, à la bonne heure, le bonheur du succès qui lui seul sait réparer les cœurs, redonner une saveur à la vie. Mais pour cela, pour vivre, il faut du courage. Il faut que le cœur rage, il faut continuer ses efforts. Mais oui, continuer, persévérer, c'est ça la clé. Dans la vie comme sur l'échiquier, la réussite reste cette reine dont la beauté éblouissante n'en est pas moins éphémère. L'échec, ce roi fou, amer à première vue, mais nourrissant sans précédent un succès futur. L'unique clé de voûte à cet assemblage est la persévérance, le courage de continuer, de se relever, c'est ça qui compte. Sur l'échiquier de ce concours, je me sens solide, comme un roc, mais fragile, comme un pion. Et c'est ce courage de continuer qui me guide. Et j'entends, au loin, cette petite voix qui me dit « Ne laissons pas la fatalité de l'échec damer notre ambition, car celui qui a le courage de vivre est l'inventeur de sa propre vie. » Si le succès n'est pas final, qu'est-ce que vous faites à ce concours d'éloquence? Je cherche à gagner en expérience, à agrandir mon panel de compétences et d'expériences justement. Et si je pense que le succès n'est pas final, c'est parce que pour moi ce n'est qu'un moyen d'atteindre un autre succès futur. Comme si la vie n'était pas le bonheur incarné, mais plutôt une succession de plaisirs. En venant ici, je prends du plaisir, et pour moi ce succès n'est pas final, puisque j'espère prendre du plaisir dans plein d'autres domaines de ma vie. Et c'est un peu une passerelle en vue d'un plaisir futur. Vous avez le droit de garder le silence. Le courage, c'est de prendre la parole ou de dire ce que les autres ne veulent pas entendre. Je pense que le courage est un mix des deux. Parce qu'en disant ce que les autres ne veulent pas entendre, on a forcément ce courage de prendre la parole et de s'exprimer. Et je pense que dans la mesure où l'expression peut véhiculer énormément d'idées, énormément de puissance par les mots, il est très important d'avoir le courage de s'exprimer pour dire ce qui va et ce qui dérange les autres. Vous auriez le courage de nous raconter la 4L, la place Pelletier et les 5 copains? Volontiers, mais je pense qu'une brève illustration vaut mieux que 1000 mots, alors voilà. Mais respect mon commandant.
aspirant Goubet, promotion 2024 de l'école de l'air et de l'espace, 3e brigade. J'ai l'honneur de vous rendre compte que c'est moi qui ai garé cette 4L sur la place Pelletier d'Oisy, strictement interdit aux véhicules. Et le pire, c'est que je le savais. Donc si je devais vous résumer rapidement cette épopée, je vous dirais que le L, c'est une lettre magnifique, qu'à 2 L, c'est déjà un peu mieux, on peut commencer à voler. Pour nous, les aviateurs, c'est plus pratique. Sauf quand on sait que les imbéciles volent en escadrille. Nous, on était 5. Et à 4L, alors là, c'est fini. Un petit peu d'hydromel, et on avait décidé de déplacer cette 4L sur cette place d'armes. On l'a trouvée beaucoup plus spacieuse, on va dire, que le parking devant le mess élève. Malheureusement, le lendemain, on s'est rendu compte qu'elle avait été abîmée dans la nuit, et c'est ce que ça nous a coûté, une aile. Si j'ai bien compris votre propos sur le fond, vous pensez que toute santé mentale est question de courage. Vous restez sur cette position ? Je pense que tôt ou tard, la santé mentale peut être affectée par quelconque événement de la vie, et je sais de quoi je parle. Mais je pense surtout qu'il y a une période où, avec du courage, même si on peut avoir besoin d'aide dans cette période-là, qu'avec du courage, on arrive toujours à remonter la pente. Il ne faut jamais oublier en fait que chaque jour, le soleil se lève. Chaque jour, il y a une petite lueur d'espoir qu'il faut avoir le courage de saisir pour remonter la pente. Oui. Merci beaucoup. Je vous invite à laisser la place à l'aspirant Arthur Philippi de l'école polytechnique. Votre mentor en matière d'éloquence, Fabrice Lucchini, un véritable orfèvre qui cisèle les mots. Alors j'espère et je vous souhaite de faire la même chose ce soir. La paix. La paix, ça n'a pas de prix. Pourtant, pour la trouver, il faut souvent payer le prix fort. Et en ce moment, on assiste même à une flambée des prix. Eh oui, fini les dividendes de la paix. Aujourd'hui, qui veut la paix prépare son porte-monnaie. Tenez d'ailleurs, ne dit-on pas d'elle que c'est une paix pécuniaire ? Ce juste prix de la paix, dit Amelia Earhart, le voici. Une poignée de courage, une pincée de témérité et une bonne dose d'audace. Le courage de prendre la vie à bras le corps et de toujours se dire haut les cœurs. La témérité de se battre pour ce qu'on aime et ce qu'on aime. L'audace, enfin, d'être fidèle à ses rêves, fussent-ils de futiles rêves de jeunesse. Tableau. 2 bateaux voguent sur la même mer. Le premier est ancré dans une crique paisible, à l'abri du vent. À son bord, un homme sirote un verre en regardant l'horizon qui jamais ne change. Il n'a ni blessure ni histoire. Il a choisi de ne pas affronter les flots, de se croire en paix. Mais c'est une paix perfide, car sous cette coque, les algues s'accumulent, le bois pourrit lentement. Le bateau ne vit plus, il stagne. L'autre bateau fend les vagues en pleine mer. Le vent siffle, l'eau éclabousse, la coque est cabossée, les voiles rapiécées. À son bord, le capitaine se tient droit, le regard perçant, les mains rugueuses. Sous bon vent, sous vent contraire, sous la brise, sous les brisants, il a douté, il a lutté. Mais aujourd'hui, sa route est libre. Sa paix n'est pas l'absence de trouble, elle est la victoire sur le tumulte. Et ça, c'est une paix reine, une pétillante, une permanente. C'est tout ? Ah non, 2 minutes, c'est un peu court. Je pouvais dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Tenez par exemple. Lyrique. Ce havre de paix, dis-moi, y aspires-tu ? Il n'est promis qu'à ceux qui pour lui se sont battus. La paix de l'esprit, du cœur et de l'âme s'achète bien souvent au prix de quelques larmes. Sévère, lâche si tu fuis les décisions, si pour agir tu n'as guère d'audace, bientôt ton cœur sera rempli d'angoisse et amer tu diras « Courage, fillon ». Prévenant. De l'inaction et de la paresse coule une trompeuse tranquillité. Mais malheureux, prends garde à cette ivresse qui frappe ton existence de vanité. Martial, ami,
Si tu veux la paix, prépare ta guerre. Arme-toi d'audace pour changer ce qui peut l'être, de courage pour accepter le destin comme maître, et que ta joie de vivre jamais ne s'altère. Enfin, parodiant Amélie en peu de mots, du courage, voici le prix à payer si à ton âme tu veux accorder la paix. Je vous remercie. Bonsoir. Dans votre propos, vous paraphrasez ou reprenez une thématique qui est que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à gérer les conflits de manière pacifique. Et vous, dans votre expérience, avez-vous été amené à gérer des conflits de manière pacifique? Et avez-vous eu le courage de faire maîtrise de vos émotions dans ce cadre? Oui. Et le plus grand des conflits, c'est celui qu'on a dans le cœur. Et des conflits amoureux, j'en ai vécu. Et aujourd'hui, je suis en paix. Mais il est vrai que c'était un peu une guerre sur le moment. Et j'ai su les gérer. Pourquoi avez-vous abandonné votre voyage dans le temps? Lâcheté, peur? Un peu de lâcheté, je dois le reconnaître. Car pour s'aventurer dans ces milliers de pages, il en faut du courage. Manque de temps peut-être, et sinon un peu d'innocence. Je voulais m'attacher à cette première expérience de Proust, ces quelques mots. C'était un peu comme un premier baiser, on n'oublie jamais. Et peut-être un peu de lâcheté, je voulais pas aller plus loin. Une poignée de témérité, une pincée d'audace, moi ça me paraît être de bons ingrédients pour nous livrer une belle prestation de votre chanson inavouable. Il me faudrait bien du courage, effectivement, pour improviser un moonwalk sur cette estrade dans le salon Rochambeau. Mais pour vos oreilles, je préfère ne pas tenter cette expérience. Revenons sur votre revenons sur votre citation, mais pas tellement pour les mots, plutôt pour celle qui les a écrits. Un mot sur son courage? Et oui, il en faut du courage pour prendre un avion, toute seule, dans les années 30, faire une traversée de l'océan. Oui, je pense que Amelia Earhart, même si elle est partie jeune, est partie en paix. Et elle est partie tellement en paix qu'aujourd'hui, ces mots ont toujours le même sens. Et elle nous invite tous à réfléchir, chaque jour quand on se lève, au courage qu'il faut avoir pour prendre la vie à bras-le-corps, pour garder le sourire, pour voir le soleil même quand il pleut. Je pense qu'Amelia Earhart, même si elle est partie, est toujours bien d'actualité. Vous parlez de la disparition comme de votre œuvre préférée. Selon vous, peut-on en dire plus en parlant moins? Effectivement, il en faut du courage pour enlever la lettre E, plutôt du culot, parce qu'il y a la lettre E dans le mot courage. En choisissant d'enlever la lettre E, Georges Perec en dit beaucoup. Il ouvre un monde très poétique, très chaotique, et il nous laisse comprendre un petit peu ce qu'on veut. Oui, je pense que parfois il faut avoir le courage de se taire. Merci beaucoup, vous êtes tous très convaincants ce soir. J'appelle maintenant l'élève officier Mayol Cassan de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Alors, si j'ai bien compris, l'armée est une histoire de famille, et si vous avez choisi l'armée de terre comme votre père, vous restez un mordu de voile. Alors j'espère que les vents vous seront favorables ce soir. Merci. Les temps durs créent les hommes forts. Les hommes forts créent des temps faibles. Les temps faibles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps durs. Par ce cycle cynique, Sénèque s'immisce, et il nous rend sceptiques. A-t-on besoin d'une guerre pour être un guerrier? À cette question, notre ami nous déclare que, faute d'adversaire, le courage s'étiole. Il n'est pas chose aisée de se battre soi-même, et ceux qui osent ce défi sont sûrement schizophrènes. Quand l'armée s'entraîne seule, elle n'est point enhardie, mais aurions-nous moins de mal face à de vrais ennemis?
Si la guerre est facile, si l'ennemi est faible, à quoi bon se battre? Où est donc le courage? Je pense que l'on peut réellement mesurer le courage dont on doit faire preuve en fonction du combattant affronté. David face à Goliath ne serait pas David si Goliath n'était pas Goliath. Et dans la Bible, Goliath fut Goliath pour que David soit David. C'est simple. Celui qui raconte l'histoire raconte son courage. Jules César raconte sa guerre et glorifie l'exploit pour glorifier l'ennemi. Pour être le vainqueur, il faut donc écrire vite, parce que la guerre des Gaules, c'est un concours de récits. Et quel bonheur, depuis tout à l'heure, des adversaires à la hauteur. Ma victoire n'en sera que plus belle. Et même s'ils étaient mauvais, je dirais demain qu'ils étaient des gens bons. Si j'affronte un fusil, je parle de canon. Si face à un tricycle, je vous parle de camion. C'est bien pour que vous reteniez de moi un être conquérant, un être courageux. Cependant, et c'est là où il faut lire Sénèque à demi-mot, comprendre sous ses lettres deux niveaux, faute de courage, l'adversaire s'étiole. Attention à l'écueil des nations, au besoin qu'elles auraient de trouver l'ennemi parfait, un ennemi à leurs pieds, pour lui prouver, pour se montrer que son courage n'arrive pas à sa cheville. Le vrai courage consiste justement à ne pas se créer d'ennemis, à retenir, à contenir la force. Le chien féroce vaut autant que sa laisse. Alors oui, c'est frustrant de le garder en laisse, et oui, ça nous coûte quelques croquettes. Mais c'est un grand courage que ce chien reste à la maison et limite ses conquêtes. Ce petit chien, mesdames et messieurs, il s'appelle Dissuasion, et il aboie sur Sénèque. Enfin, il y a le courage du temps de paix. Courage difficile à discerner, et qui ne semble pas être le fruit d'un affrontement. C'est travailler un peu plus quand on peut travailler un peu moins. C'est ne pas prendre l'avion si on peut prendre le train. C'est aussi aujourd'hui dire je t'aime à la France, qu'elle soit pour nous la mère patrie ou une simple dame nation. Enfin, je dirais qu'il faut bien se prendre quelques tapis, manger quelques phalanges pour comprendre qui on est. Et c'est pour ça qu'à Saint-Cyr, on a tendance à dire que les casoars n'ont jamais été aussi beaux que dans les bourrasques de vent contraire. Et ce soir, certaines plumes s'en détachent, elles le font même briller, elles volent, elles flottent, pour finir à Brienne. Je finis mon propos, non en 7 mais en 3. Il n'y eut pas de repos, ni même de repas. Vous produire ce miracle oratoire en peu de temps fut difficile, mais à vaincre sans péril, je triompherai sans gloire. Merci mon lieutenant. Eh bien écoutez, en tout cas, c'est très courageux de présenter la guerre comme un concours de narratif et c'est une accroche assez peu entendue. Est-ce que vous auriez le courage de nous dire ce que vous pensez de cette histoire de narratif et de la guerre comme une construction finalement dans les récits historiques? Je pense que cette histoire de narratif est très importante puisque, comme je le disais, les plumes sont une arme puissante puisqu'elles peuvent frapper encore après la guerre. Pour deux raisons. La première, comme je le disais dans mon discours, elles peuvent glorifier l'exploit et glorifier l'ennemi pour se glorifier soi-même. Et elles ont un double tranchant. Je pense que les plumes sont aussi capables de réconcilier après la guerre, de faire la paix après la guerre, dans le côté mémoriel de la plume, où elle peut écrire l'histoire et consoler l'histoire. Vous avez dit dans votre propos qu'il y a du courage à travailler un peu plus quand on pourrait faire moins. Il n'y a pas du courage parfois à identifier qu'on peut faire tout aussi bien en faisant moins? Je pense que le courage de travailler moins et de savoir qu'on travaille moins quand les autres travaillent plus pour le même résultat, je pense qu'il y a du courage à avouer qu'on a trouvé cette technique pour travailler moins et en faire partager les autres. Dans votre propos, vous nous avez dit que parfois le courage c'était de se retenir. Et dans votre présentation, je dis que si vous devez résumer l'armée en un mot, vous utiliseriez le mot carnivore. On peut y voir peut-être une forme d'incohérence. Je ne sais pas comment vous pouvez le justifier. Je dirais que l'armée est carnivore pour deux raisons, personnellement. Parce qu'une armée qui gagne, c'est une armée qui a envie de manger l'autre. Et la deuxième, c'est que la preuve de l'aspect carnivore de l'armée, c'est un petit peu vous qui nous le prouvez aujourd'hui au ministère des Armées. Vous réunissez 16 fauves dans une salle pour voir qui va manger l'autre. Et je dirais que là où l'aspect carnivore peut être corrélé à l'aspect dissuasion, c'est montrer les crocs, justement, aux autres nations, montrer que le sabre est aiguisé et brillant, mais le garder dans son fourreau. Alors du coup, ça appelle une autre question. Est-ce que pour vous, ça demanderait du courage d'être vegan ?
Je pense qu'il faut du courage pour être vegan, comme il faut du courage pour être carnivore. Je pense qu'il faut savoir manger ce qui nous correspond. C'est-à-dire l'ennemi. Pour rester dans la métaphore volaille, ne vous faites pas plumer. La guerre des Gaules, vous n'avez pas fini votre phrase. Ce n'est pas une guerre de chaussures? La guerre des Gaules, ce n'est pas une histoire de chaussures. Une guerre de chaussures. Je pense que, comme je le disais, il faut. C'est pas parce qu'on trouve un ennemi à sa pointure qu'il va falloir choisir de l'enfiler. Et donc, on peut savoir quel ennemi nous correspond sans pour autant l'affronter. Parmi tous vos camarades, vous êtes le seul à avoir écrit votre biographie à la 3e personne. Donc, qu'est-ce que cela révèle sur vous? Derrière cet élève officier souriant se cache un ego démesuré. Et j'ai cru bon de vous décrire sans aucun jeu et sans aucune forme d'égoïsme dans mon discours. Alors on va essayer de retenir les fauves un petit peu pour poursuivre la compétition. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant l'aspirant médecin Baptiste Thomas de l'école de santé des armées. Alors, c'est un candidat qui assume très clairement ses airs de Fayot en blouse blanche. Je reprends évidemment vos propos. Je ne suis pas certaine que cela suffise à accéder à la finale, mais votre fougue, en revanche, peut vous aider. Alors, bonne chance. J'ai 19 ans, un corps qui court, un cœur qui bat. Un petit peu vite en ce moment. Je suis jeune, j'apprends, je rêve, je vis. Et pourtant, je sais déjà que ça va s'arrêter. Dans 60 ans, j'espère. Peut-être dans 8 mois. Ou dans 5 minutes, mourir sur scène devant les projecteurs. Moi, je veux mourir avec panache, avec style. Et vous savez quoi? C'est peut-être ça, le courage. Aimer la vie et regarder la mort d'un regard tranquille. Alors, bien sûr, j'aime la vie. Je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Je rêve la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Mais qu'en est-il de ceux qui la vivent en noir et blanc? Albert Camus disait « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe. Ce pauvre homme condamné à pousser un rocher qui redescend chaque fois. Une vie absurde, inutile, répétitive, absurde, inutile, et pourtant heureuse, parce qu'il choisit d'aimer son effort, même s'il est voué à l'échec. Vous, comme moi, devons apprendre à aimer la croix que nous portons, sans garder les yeux rivés dessus, mais sur la beauté de la vie, car la vie est un bonheur. La vie, c'est papa et maman qui m'attendent sur le quai de la gare, des souvenirs qui s'échangent au détour d'un regard. C'est l'amitié brute, la mousse sur les verres, les phrases inutiles qui deviennent sincères. C'est l'Irepagnol en été, bercé par le chant des cigales, dans cet air parfumé de lavande provençale. Ce sont surtout les Santards battant Saint-Cyr au TSGED, même à domicile, ils n'ont pas brillé. Et pourtant, même là, même quand je la tiens dans les bras, la vie peut m'échapper. Parce que la mort est là. Pas en embuscade, heureusement, elle m'a prévenu de sa présence. Oui, il est plus facile d'être courageux face à la vie que face à la mort. Mais M. Jaurès nous parle de regard tranquille sur la mort. Tranquille? Tu t'es quand même pris une balle dans la tête pendant ton dîner en terrasse. J'ai connu des fins plus sereines. Alors, c'est quoi un regard tranquille? Le regard d'un yogi bouddhiste sur son tapis en lin bio ou le regard d'Hubert Bonisseur de la Batte qui dit « J'aime me battre ». Moi, j'ai pas un regard tranquille. J'ai un regard qui flippe, qui vacille, qui doute. Oui, j'ai peur. Peur de mourir. Mais j'avais aussi peur du tonnerre et aujourd'hui, j'ai peur d'appeler mon banquier et d'aller tout seul chez le médecin. Quand bien même, si un jour je dois mourir, je veux que ce soit debout, sans baisser les yeux. Parce qu'au fond, la mort n'est qu'un point final, ce qui compte, c'est bien la phrase qu'on a osé écrire avant. Mais en fait, ce n'est pas mourir qui me fait peur, c'est de partir sans avoir assez aimé la vie, sans avoir assez vécu pleinement. Alors, si la mort doit venir, qu'elle me trouve en train d'aimer vivre, et si possible en chantant du Dalida.
en chantant du Dalida. C'est donc ça, mourir avec panache et style? Je pense que mourir en chantant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous, puisque le chant, c'est l'expression même de tous nos sentiments et c'est la conclusion parfaite de la vie. Vous êtes un futur médecin militaire voué à prendre soin de nos soldats sur le théâtre de guerre qui risquent leur vie. Là aussi, vous regarderiez la mort d'un air tranquille? Et c'est difficile pour tout le monde et c'est un combat perpétuel pour chacun d'entre nous de regarder la mort tranquille et encore plus pour des militaires. Mais vous savez, la vie est paradoxale et je suis un médecin militaire qui a peur d'aller chez le médecin. Alors justement, le soin est au cœur de votre vocation. Est-ce que pour vous, l'éloquence peut soigner? L'éloquence peut soigner bien des choses et beaucoup de mots se soignent en discutant et en mettant des mots sur les mots. Quand vous dites que l'enfer est vide, vous pensez vraiment que tous les démons sont ici? C'est nous? Quand je vous regarde, je me pose la question et je me dis que peut-être j'avais tort. Vous dites avoir grandi entre le Beaujolais et la Bourgogne, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'un bon orateur se bonifie avec le temps? Assurément. Comme du bon vin, il faut de l'exercice, de la patience et puis des années. Malgré mes jeunes années, j'ai été bien entouré et petit à petit, en apprenant, on essaye de devenir un bon orateur et on ne cesse d'essayer de progresser en tout cas. Pour écrire devant sa direction dans un document public qu'on n'a pas travaillé pendant son année, c'est du courage, de l'inconscience, ou c'est parce qu'on sait qu'au fond, c'est pas vraiment vrai? C'est un mélange des deux premiers, mais assurément pas du troisième. Mais vous savez, un bon médecin ne passe pas son temps à étudier, et je pense que c'est même ça qui fait un bon médecin. C'était encore une belle performance, merci. Et une autre arrive sans nul doute avec le commissaire aspirant Jean Garcia de l'école des commissaires des armées. Alors vous êtes un passionné d'histoire et vous considérez que les morts gouvernent les vivants et qu'il convient donc de s'y intéresser très sérieusement. Ce qui est certain, c'est que ce soir, vous avez un public en chair et en os qui a hâte de vous entendre. Mon général, cher jury, pas de courage, pas d'armée. Trop de courage, plus d'armée. Trop de courage, donc, tue l'armée. Je les ai vus. J'y étais. Je les ai vus. À Waterloo, les grognards, charger les lignes anglaises. J'y étais. Je l'ai vu, le maréchal Ney. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Hurler à ces grognards, hurler à ces cavaliers, pour qu'ils voient comment meurt un maréchal de France. Je l'ai vu dans l'enfer de la bataille, dans le tourment du canon. Je l'ai vu chercher la mort. Et je l'ai vu, cette armée, détruite dans la rumeur de la poudre et des cris. Je l'ai vu mourir, et j'ai vu cet empire sombrer. Tout était perdu. Oui, tout était perdu. Fort l'honneur. Dans cette bataille, il y avait une chose, l'imagination, la force des idées, qui aujourd'hui nous inspire tous. Et allez, même le commissaire que je suis peut vous le dire, on rêve tous un jour de charger dans les lignes anglaises. C'est cela le pouvoir de l'imagination sur l'homme, de ce rêve qui passe à la Édouard de Taille. La gloire de nos armes est le premier recruteur du ministère des Armées, tâchons de le dire à la DRHMD. Trop de courage, ça vous tue une armée, certes, mais pour une armée de perdus, 1000 siècles de gloire éternelle, 1000 siècles de rêverie, de romantisme infini, d'idées folles dans les chères petites têtes blondes de notre jeunesse de France. Et puis un jour, n'est-ce pas, quand même, on se rend compte que le courage, c'est d'être saint-cyrien. Et de ne pas désespérer quand on se retrouve au 36e sous-sol de Ballard à rédiger une fiche d'état-major que personne ne lira, à l'exception de votre épouse peut-être, et encore fera-t-elle semblant.
quand on se rend compte que le courage, le vrai, c'est de ne pas devenir fou en commandant une pauvre paire de chaussettes sur e-habillement pour constater que nos droits sont épuisés. Vous pensiez que trop de courage vous mènerait à la gloire, aux honneurs, à la rouge, accrochée à votre boutonnière d'officier supérieur. En fait, ce n'était qu'un vulgaire calcul de points par une chancellerie dans l'unité. Qu'on m'arrête à la sortie si ce que je dis n'est pas vrai, et ce que je dis est vrai. La gloire acquise par le pouvoir d'une calculette, ça vous ferait désespérer même le plus profond des idéalistes, ça vous tue toutes les vocations du monde, et l'on ne peut pas être plus dans l'erreur qu'Euripide dans ses suppliantes, pour qui le vrai courage c'est la prudence. Allons, pas de blague! Le vrai courage, c'est le feu de l'honneur en éruption. Et c'est cet esprit-là qui doit renaître dans nos écoles, partout. C'est cet homme à la découverte de son âme véritable. Et permettez-moi de vous dire que renoncer à ce torrent de gloire, quelque part, c'est accepter le crépuscule des dieux, c'est mettre le feu à notre Valhalla. Et pour une armée de perdus, certes, 1000 années de courage, 1000 années de gloire, et c'est à cela que nous devons aspirer. Je vous remercie beaucoup. C'est finalement assez cohérent avec l'autre citation, mais j'ai l'impression que vous avez un petit faible pour les défaites romantiques, non? C'est tout à fait vrai, mon général. Je vois en Waterloo un certain destin de la France, une apogée apocalyptique qui effectivement résonne bien avec le crépuscule des dieux de Wagner et la fin de Napoléon ensuite à l'île de Sainte-Hélène. Vous nous avez parlé de situations de désespoir, et ça m'a fait penser, alors pas toutes les situations que vous avez décrites, à une autre belle figure de nos armées, qui est Geneviève de Galard, qui est décédée l'année dernière, qui était une convoyeuse de l'air, qui a été à Dien Bien Phu, qui a vécu l'enfer de Dien Bien Phu. Et dans ses mémoires, elle raconte que pour tenir, ce qui l'a fait tenir et garder le courage, c'était sa foi et son rouge à lèvres. Vous, si vous deviez citer deux exemples, une vertu, un objet pour tenir, ce serait quoi? Deux exemples d'objets. Alors, peut-être un plus sérieux et je pense que ça parle aux Saint-Cyriens, peut-être ma médaille de baptême pour raisonner avec la foi de Geneviève. Je crois qu'il y a toujours en cette foi-là un espoir, alors indépendamment de la religion bien sûr, mais il y a toujours un espoir dans l'au-delà. Et puis un deuxième objet, je pense, car comme Clotaire, l'autre commissaire, je suis très fan des piscines municipales et je prends toujours avec moi mon maillot de bain. Je pense que le maillot de bain a une fonction primordiale dans les armées françaises. On le voit parfois au CCPM où certains officiers supérieurs ont un peu de mal. Oui, en tout cas, il faut beaucoup de courage car vous vous êtes trouvé un poste à la DRHMD avec toutes vos idées brillantes sur le recrutement. Blague à part, cette vision un peu romantique et idéalisée du courage, est-ce que vous croyez vraiment qu'à l'heure des conflits actuels, elle suffit parce que peut-être que malheureusement nous nous orientons vers des temps durs. Qu'en est-il des forces morales et ce courage il est bon pour les armées, mais et les civils dans tout ça? Effectivement, on peut être civil tout à fait comme la DRHMD d'ailleurs, où j'aspire peut-être un jour à servir d'ici 20-30 ans, j'espère. Mais en tout cas, effectivement, les civils de la défense ont un vrai rôle à jouer au-delà des syndicats et de tout ce qui peut animer peut-être parfois l'image qu'ont les jeunes aspirants. J'ai travaillé avec des civils de la défense, j'ai vu des anciens sous-officiers, des anciens militaires du rang devenir civils de la défense. Et il y a une vraie valeur ajoutée, il y a un vrai courage aussi à traiter 1000 fois le même dossier pour parfois la même personne en doublon ou pas. Je pense qu'il y a un courage du désespoir dont j'ai parlé au 36e sous-sol de Ballard, qui ne touche pas que les Saint-Cyriens, bien évidemment. Alors la civile de la défense que je suis vous remercie sincèrement pour votre réponse. Nous venons d'écouter 8 candidats et pour apprécier encore mieux les 8 suivants, je vous propose une petite pause de 10 minutes. Ne vous éloignez pas trop, la compétition va reprendre très vite. Merci. Nous allons poursuivre cette compétition avec l'élève officier Anselme Verdier de l'école navale.
paraît qu'en 5e, vous vendiez vos devoirs à un camarade de classe pour la modique somme de 2 € la rédaction. J'espère très sincèrement que vous êtes meilleur à l'oral qu'en affaires. D'aucuns sont de naissance malins comme des singes, fiers comme des coqs ou encore doux comme des agneaux. D'autres, enfin, sont bénis des dieux, courageux comme des lions. Courageux comme un lion, car oui, le lion est brave, le lion est preux. Et ce courage est une force qui souvent s'exprime dans la violence. À l'image de King, qui tue son congénère pour sauver une enfant, dans le roman Le Lion, de Joseph Kessel. Ou encore, comme Mufasa, qui repousse les hyènes, dans Le Roi Lion, de Disney. Mais si la bête est vaillante, parce qu'elle est puissante, elle ne l'est donc qu'à condition d'être en mesure d'exercer sa force. Sans quoi, comme le dit Tacite, l'animal, même sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage. Il l'oublie? Serait-il sot? Sa hardiesse s'efface devant quelques barreaux? C'est impossible, mais La Fontaine en a parlé, décrivant son pauvre lion pris dans un quelconque filet. Le roi des animaux oublie-t-il alors son courage? Non, il se débat avec rage. C'est en vain cependant, la maille arrête vite son élan. Et en l'absence de rat pour le secourir, le courage du lion se heurte aux barreaux de sa cage comme le courage de l'amoureux se heurte au mépris de sa belle, comme le courage de Winston Smith se heurte à l'omniprésence de Big Brother, comme le courage du marin se heurte aux caprices de la mer. Alors le lion, fatigué d'avoir trop rugi en vain, donne raison à Tacite. Il se tait, ferme les yeux, se roule en boule. Mais ce lion, mais ces hommes, si leur volonté, impuissante, s'est échouée sur les rives de l'abandon, c'est que, courageux, ils ne l'étaient pas assez. Ils auraient dû persévérer, ils auraient dû y croire. Et jour après jour, espérer une finale victoire. David a battu Goliath. Frodon a détruit l'anneau. J'ai validé mes partiels. Rien n'est impossible aux preux, grands ou petits. À moins que Frodon n'ait passé 1450 pages et 9 heures de film à se faire porter par son équipe. Que David n'ait vaincu que grâce à l'intercession de Dieu. Que le jour de mes partiels... Peut-être que le courage, finalement, ne fait pas tout. Qu'il est des prisons qui aliènent les volontés les plus fermes, des murs qui s'allient et ne veulent de tels braves laissés libres, les enferment. Mais oubliez alors son courage. Est-ce inévitable? Les cachots sont-ils tous remplis de poltrons méprisables? Je ne peux y croire. Notre histoire, hélas, nous a abreuvés d'exemples de preux prisonniers. Saint-Maximilien Kolb, Taureau, Élie de Saint-Marc, ne sont-ils pas là de courageux détenus? L'animal, peut-être, oublie son courage quand on le tient enfermé. Pas les hommes. Eux, lorsqu'ils ne sont plus libres, sont courageux par leur sacrifice, courageux par leur silence, courageux même par leur résignation. Et c'est alors tout comme s'ils étaient libres. Ils ont les poings liés, les pieds ferrés, leur corps tout entier est comme celui d'un peureux, prostré. Mais leur volonté en eux est vive encore. Leurs yeux sont bien ouverts. Et, au panthéon des braves, si leur tête n'est pas couverte d'or, c'est que l'esclavage est doré. L'orpheline alsacienne, parle-nous-en un peu. Alors, l'orpheline alsacienne, c'est un buste de marbre, pas très grand, qui se situe au musée Rodin. Et donc, il est au niveau de l'entrée, si je me rappelle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. J'avais dit dans le questionnaire que c'était mon œuvre favorite parce que quand on arrive au musée Rodin, il y a la porte des enfers, cette œuvre gigantesque et abominable. De l'autre côté, il y a le penseur de Rodin, lui aussi en hauteur. Et puis quand on entre tout petit dans un coin, il y a ce petit visage de l'orpheline alsacienne, qui est un visage discret, qui rejoint un peu le courage discret dont je parlais. Vous avez évoqué un grand héros de Disney, Mufasa. Plutôt Timon ou Pumba, et pourquoi? Plutôt Timon, parce que c'est un phacochère, et je le rejoins dans sa condition de phacochère.
À quoi est-ce que votre courage s'est heurté ? Mon courage s'est heurté et se heurte encore chaque jour à la peur de décevoir, à la peur de décevoir les attentes des autres. Et je pense que c'est ça qui me limite le plus dans mon courage et dans mes actions. Pour en revenir à Rodin, qu'est-ce qu'un mot bien taillé ? Un mot bien taillé, c'est un mot qui est utilisé au bon moment. Ça peut être un mot simple, ça peut être un mot complexe, mais c'est un mot qui est adapté à la réalité qu'on veut décrire. J'aime à penser qu'une idée bien exprimée, ce sont des mots complexes dans des phrases simples. Un mot bien taillé, c'est un mot qui est à la bonne place. C'est plus une brique qu'une pierre, finalement. Vous semblez avoir beaucoup d'affection pour vos frères et avoir vous-même ce courage de profiter de la vie et de la vivre, comme on l'a évoqué avec d'autres candidats. Mais dans cette vulnérabilité à exposer des choses aussi intimes, est-ce qu'il n'y a pas une forme de courage ? Je ne me rappelle pas spécialement avoir dévoilé quelque chose de très intime. Mais oui, cependant, il y a toujours un courage à dévoiler la petitesse qui est en chacun de nous. Et je pense qu'il n'y a pas de petit courage. Merci beaucoup. C'est au tour de l'aspirant médecin Léna Kerouédan de l'école de santé des armées de nous rejoindre. Alors je vais reprendre votre description. Une boule d'énergie têtue qui pratique le volley, le crossfit et les sports nautiques. Pas pour la médaille, mais pour le défi. Je crois que ça tombe plutôt bien. Il y en a un grand ce soir pour vous. 19h06. La sonde de la chambre 12 est posée. L'examen de la 8 est fait. Mon bus part dans 5 minutes. J'ai bien réexpliqué à Madame Martin que non, Cyril Ferraud ne présente plus le slam. Et que je ne suis toujours pas intéressée par son petit-fils. Ah, il ne faut pas que j'oublie de dire au revoir à Alain, l'ancien sapeur parachutiste, chambre 10. Pour lui, les feux d'artifice ont perdu leur éclat et résonnent un peu trop fort. Alors on parle un peu, je l'écoute beaucoup, puis au moment de se quitter, il me lance naturellement. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, bon courage. Mais quelle idée. C'est plutôt à lui qu'on devrait en souhaiter. Mon chef de service, aux grands airs de Georges Marshall, lui dirait même « Se battre ne suffit pas. C'est le courage qu'on met dans le combat qui en détermine l'issue. » Je devrais peut-être lui recommander Saint-Cyr, d'ailleurs. Non, sérieusement, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu bien des choses, en somme. Mais pas ça. Se battre, pourquoi pas. J'en fais mon affaire. Mais avoir du courage, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Personnellement, je ne me suis jamais considérée comme courageuse. J'aurais beaucoup aimé, écoutez-moi. Mais jusqu'à présent, la chose la plus courageuse que j'ai réussi à faire, ça a été d'annoncer à mes parents que j'avais raté mon permis. Pour la 3e fois. Sans cesse, je m'entends répéter « Quel courageux métier, celui de la santé !» Travailler sans relâche, s'épuiser à cette tâche, de m'essayer chaque jour à cette armée, dit Cal. Pour tout vous dire, je ne suis qu'un simple apprenti sage. Mais peut-être que mettre son cœur à l'ouvrage, c'est finalement, je crois, une belle preuve de courage. Mais ne vous méprenez pas, je suis loin d'être un héros. Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Parce que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'affronter, les genoux tremblants mais le cœur debout. On connaît tous ces noms de héros qui nous inspirent le courage. D'Antigone à Violette d'Orange, de Cyrano à Théocurin. Mais n'oublions pas les anonymes, les justes, ceux qui écrivent des discours sans jamais n'avoir affronté la foule. Ceux qui ont choisi de rester auprès de leurs frères d'armes, sans oublier celles pour qui des traces apparaissent quand les caresses deviennent trop fortes. J'y pense. Même s'il ne faut pas oublier le revers de la médaille, est-ce qu'il existe une recette pour faire preuve de bravoure? Car même si je suis loin d'être etchébeste, il faut bien avouer que le courage ne suffit pas toujours. Il faut aussi le sens, l'espoir. Petit bleuet, grande victoire. Alors je vais prendre avec moi mes 2 grosses qualités, l'honnêteté et la sensibilité, et vous parler avec mon cœur. N'en déplaise à Marshall, de toutes les vertus, celle qui me paraît être la plus importante,
c'est celle qui consiste à rester fidèle à ses rêves de jeunesse. Alors si certains rêvent d'être des Léon Marchand ou la chef Eugénie, moi je rêve de soigner des héros comme Alain, chambre 10. Et pour ça, il ne faut pas que je rate mon bus qui part dans 2 minutes. Merci beaucoup. À la question l'armée en un mot, vous avez répondu famille. Ne faut-il pas beaucoup de courage pour travailler en famille? Beaucoup. Après, je disais famille surtout parce que j'ai plus vu mon adjudant d'unité durant ces 3 dernières années que ma propre mère. Mais aussi parce que même si parfois on ne se supporte plus, que dès qu'on en a besoin, il y a toujours quelqu'un pour s'aider, enfin pour s'entraider, porter les cartons au dernier déménagement ou bien lors d'une formation militaire, pouvoir se dépasser. Donc c'est un peu tout ça que je voulais englober, mais oui, beaucoup de courage. Vous l'avez un petit peu abordé, mais pour vous, quelle différence entre l'héroïsme et le courage? Pour moi, l'héroïsme, il y a surtout ce côté pouvoir aider les autres, que la chose soit en fait profitable au collectif, et il y a aussi ce côté qu'on envie les héros. Un courageux a souvent été dans des situations très difficiles. Est-ce qu'on peut vraiment totalement envier les courageux? Le courageux peut défier sa peur, le danger, le héros aussi, mais le héros souvent on lui dit même pas peur. Je pense que c'est cette notion de peur et de danger qui différencie les deux. Pas une championne, pas pour la médaille. Alors ce sera pas pour ce soir? Peut-être ce sera à vous d'en décider. Vous avez dit Saint-Cyr n'était pas votre genre. Vous pouvez préciser? Je pense qu'on les a pas mal... on s'est pas mal tiré la bourre. Non, je disais pas mon genre parce que nos 2 écoles rassemblent beaucoup. Mais ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir servir le soldat, servir l'humain, pour la patrie et l'humanité, et c'est vraiment cette devise de notre école qui a pris mon cœur, et tant pis, je reviendrai à Saint-Cyr pour les battre au TSGED, et il n'y a pas de souci, il n'y aura aucune rancune. Vous avez volé des pansements Disney au supermarché. Était-ce un acte de soin ou un acte de rébellion? Je crois juste que c'était vraiment la couleur du pansement qui était toute jolie, et qu'à la maison, ça m'avait toujours frustré qu'on ait des pansements pas de couleur. Mais effectivement, par contre, dès que j'ai appris qu'on pouvait potentiellement me couper la main pour l'avoir volé, j'ai vite arrêté. Alors, je vous rassure, il y a des gens bien qui ratent leur permis de conduire. Merci beaucoup. Accueillons maintenant l'élève officier Mexandoche de la Quintane de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Alors plus tard, vous rêvez d'intégrer une antenne du GIGN, mais je retiens aussi votre vif intérêt pour la magie. Alors ce soir, je crois qu'il va falloir faire plus qu'illusion, mais visiblement c'est prévu, alors bonne chance. Il y a près de 100 ans, un 21 mai, comme aujourd'hui, l'Américain Charles Lindbergh réalisait la toute première traversée de l'Atlantique Nord en avion. Un exploit de bravoure et d'abnégation. C'est à peu près à la même époque que le personnage de Rivière, dans Vol de nuit de Saint-Exupéry, demandait avec exigence à ses pilotes de repousser toujours un peu plus les limites de l'aviation, malgré les risques. Si sa prudence est discutable, le courage de ces hommes, lui, ne l'était pas. C'est bien beau de s'envoyer en l'air, soyons plus terre à terre. La prudence rassure, instaure un cadre de confiance et mène ainsi la danse. Conscient que le chef a mené une réflexion en vue du bien de ces hommes, on ne se sent plus comme de la chair à canon, un vulgaire pion destiné à l'abattoir. La prudence, c'est cette vertu cardinale, qui fait office de régulateur, pour éviter la paralysie au combat, mais aussi calmer la fougue incontrôlable de soldats chargeant insouciamment baïonnettes au canon. Et pourtant, n'avons-nous pas dans l'histoire des exemples de grands chefs militaires, parfois imprudents, mais qui entraînaient derrière eux le courage de leurs hommes? Sans compter qu'il est souvent davantage prudent d'être imprudent. La voilà peut-être, la suprême sagesse, le point culminant de la prudence. Napoléon, le premier, pas le 14, nous dit bien qu'à la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie. Et puis, la prudence n'est pas la seule à provoquer du courage.
C'est face à l'irresponsabilité des chefs que certains soldats ont su se révéler. Il serait insultant de considérer que le courage des poilus provenait de la prudence d'un sultan ou d'un général. Sans comprendre le sens de leurs actions, ils ont été admirables, héroïques, ardents, mais pas fanis. Et c'est pourquoi nous continuons d'honorer la mémoire de ceux de 14 pour que résonne toujours une jeune voix. Nous parlons des poilus, mais qu'en est-il des Allemands? En 1940, lorsqu'ils choisissent de transpercer d'un éclair les arbres des Ardennes avec leurs chars blindés de haine, doit-on parler de prudence ou d'imprudence? L'histoire leur donne raison. Cependant, l'histoire nous apprend aussi que c'était parce qu'ils étaient drogués que les Boches n'avaient pas le cœur à la débauche. C'est moche, c'est rapide, c'est Soch. Je suis passé chez Soch. Fastoche, mais pas sûr que tous mes concurrents fassent de même. Revenons à notre ébauche. J'ai trouvé la clé. Eureka. Le courage du soldat dépend de la drogue donnée par le général. Et c'est encore mieux si c'est un général chill. Oui, le soldat est brave s'il est drogué par un idéal et qu'il trouve du sens. Et cette drogue n'est pas seulement fournie par le général. Non, cette drogue s'appelle amour. Un amour d'abord pour sa patrie et les souvenirs qui n'ont jamais terni. Pour une parcelle de terre ô combien insignifiante en apparence, mais pour laquelle on donnerait cher. Et enfin, pour un vulgaire morceau de tissu qui, arboré des 3 couleurs, auréolé de gloire, nous ferait affronter nos pires peurs. Et puis il y a les amours auxquels on pense, avachis dans une tranchée ou dans un maquis contre Vichy, à la lumière d'une bougie. Ils sont femmes et maris, ils sont familles et amis. Mais une fois au front, il ne reste que nos frères, ceux pour qui l'on donnerait notre vie. Mon courage, c'est à eux que je le dois. Les abandonner, non, je ne pourrai pas. Les coudes serrés, nous avons partagé les rires et les larmes, et je me battrai pour eux jusqu'à la dernière cartouche. Merci. Doche, chez Soch, c'est moche. De quoi dépend le courage du général? André Malraux parlait du courage comme une arme qu'on doit entretenir. À Saint-Cyr, nous essayons de cultiver le courage, de l'apprendre. Un général courageux serait celui qui n'a pas perdu son esprit de jeunesse, son idéal, et qui, comme André Malraux, aurait entretenu son fusil. Je retiens tout de même que vous avez dit que j'étais moche, mais c'est de bonne guerre. Vous évoquiez les poilus et ceux de 14. Que pensez-vous de cette affirmation? On ne se bat pas par amour de la patrie, on ne se bat pas pour un général, on se bat pour le gars à côté de soi. À la fin de ma présentation, j'ai essayé de construire un amour en 3 parties. Il y a d'abord l'amour lorsqu'on est chez soi, l'amour pour sa terre, pour sa patrie, pour son drapeau, qui nous pousse à prendre les armes et à partir à la guerre. Une fois dans la tranchée, face à l'ennemi, ce qui nous pousse à aller au front, à aller l'affronter, ce n'est plus vraiment effectivement le drapeau ou l'amour d'une patrie. Tout cela, on n'y pense plus vraiment. Ce qui compte, c'est sa femme, son mari, avec lesquels on communique par lettres, par correspondance, et c'est ça qui nous donne la force de continuer malgré l'amertume. Et effectivement, une fois qu'on est au contact direct de l'ennemi, avec les armes, là, il n'y a plus que notre camarade qui compte. C'est pour lui qu'on a envie de se battre, parce qu'on a tout partagé avec lui, les rires et les larmes. Est-ce que être drogué au courage, c'est être drogué à l'adrénaline? Y a-t-il un danger dans tout ça? Effectivement, comme toute drogue, il y a des risques, d'effets secondaires, des risques d'accoutumance. À trop aimer peut-être le risque, on y prend goût, et on ne réfléchit plus vraiment à la menace, on ne la considère plus vraiment. C'est pourquoi le courage est présenté chez Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, comme une vertu, bien à l'équilibre entre la témérité et la lâcheté. Et c'est une vertu extrêmement importante, au centre, la meilleure parmi les cardinales. En quelque sorte, c'est la pape des vertus. Et les autres ne sont que des sous-papes, si je puis dire. Vous parlez d'un amour en 3 parties. Les Grecs, eux, distinguaient l'amour de 3 façons. Eros, l'amour d'Axel Red, Philia et l'amour agapé. Alors de quel amour vous nous parlez, vous? J'ai cru entendre une petite référence à Axel Red.
effectivement, c'est la musique que je n'assume pas forcément d'écouter. C'est un petit peu, vous savez, comme lorsqu'on est enfant, il est minuit, et on va discrètement dans la cuisine pour chercher en cachette ce chocolat, ce morceau de chocolat. C'est un petit peu pareil pour cette musique avec moi. C'est-à-dire que je l'écoute dans mes écouteurs, dans le métro. Peut-être que les inconnus me voient, ils se disent « il a les cheveux rasés, une musette sur le côté, il est à Saint-Cyr, c'est un dur à cuire ». S'ils savaient ce que j'écoutais dans mes écouteurs, la sensualité. Et on va rester sur cette playlist mémorable. Merci beaucoup. Place maintenant au sous-lieutenant Louis Guidel de l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. Alors en matière de sport, vous êtes un touche-à-tout, de la natation à l'escalade en passant par le ski et l'alpinisme. Ce soir, j'ai envie de dire que c'est un autre Everest qui vous attend. Bonne chance. La nuit est tombée sur le bois de Vernet. La pleine lune scintille à travers la canopée. Le silence m'enveloppe comme si j'étais son protégé. Les sentinelles aux essences centenaires tendent leurs branches pour me guider. C'est ici que ces cendres furent éparpillées, car c'est ici qu'elle fut parachutée. Il y a 81 ans, une agente du Special Operations Executive, nom de code Hélène, était parachutée en Auvergne. De son vrai nom Nancy Wake, elle fit souffler dans les rangs allemands un vent de terreur et se tailla une réputation de férocité inégalée pour la défense de son pays de cœur. Ses actes de bravoure illustrent sans faute sa conviction que liberté et courage sont indissociables. L'un ne respire jamais longtemps sans l'autre. Je ne suis pas un homme de lettres, et mes expériences n'arrivent pas à la cheville de l'épopée de la souris blanche, comme l'avait surnommé la Gestapo. Je viens d'un monde de physique, de calcul et de modélisation. Ainsi, sur ma feuille, je vois une étonnante équation et des exemples saisissants de son application. Si la liberté est la capacité de pouvoir agir selon sa volonté, alors c'est un potentiel de réalisation. Si le courage est l'effort qui nous permet d'accomplir ce à quoi nous nous prédestinons, c'est une force morale. Sans liberté, le courage n'a pas d'inspiration. Et pour nos aspirations, la lâcheté est fatale. Dans notre monde où la technologie numérique est omniprésente, où toute information tend à se répandre sans limite et instantanément, notre liberté de pensée et de conscience n'a jamais été aussi grande, et pourtant aussi menacée. Le 16 mai dernier, le président de la République pointait du doigt l'ingérence russe en Moldavie et en Roumanie, de la cyberattaque à la désinformation. Sapere aude, oser penser. Telle était la devise des Lumières qui a donné la vie à notre démocratie. De surcroît, qui ose gagne. Telle est la devise des SAS, des Forces françaises libres, maintenant la devise du premier PIMA. Cette unité s'est appuyée sur un pilier de la doctrine des forces françaises, la liberté d'action. Cette particularité française, nous devons la chérir. C'est elle qui permettra à Nancy Wake d'accomplir ses actions les plus époustouflantes. Rappelez-vous de votre première responsabilité, de votre premier poste. En prenant confiance en votre potentiel, n'avez-vous pas ressenti votre poitrine se gonfler, en votre fort intérieur souffler un vent de liberté? Mais je réalise que ma théorie comporte une faille. Elle omet deux inconnues cruciales, l'honneur et l'espoir. Comme le prisonnier qui continue de rêver, qui ne cesse de croire, pendant 27 ans, Nelson Mandela fut emprisonné dans un camp de travail et refusa toujours de renier ses convictions. Quand le combat est sans issue et que notre dernière heure sonne, c'est là qu'en nous une voix de révolte s'insinue. C'est la résistance, c'est Cameron. Mesdames et messieurs, j'espère ne pas vous avoir coupé le souffle, ni de votre courage d'assister à toutes ces présentations, ni de votre liberté, bien qu'à ces fauteuils vous restiez enchaînés. De mes peurs, de mes doutes et de la tension, je me suis délivré. Et au moins réussi à transformer ma passion en inspiration, et mon inspiration, cet humble discours. Merci. Très beau discours, mais l'odeur des pains maritimes dans tout ça. En général, vous me renvoyez en enfance à La Rochelle, où je suis né, dans les forêts de l'île de Ré. C'est une odeur sucrée, douce, tranquille, qui apaise.
c'est vrai que ça ne rappelle pas tellement l'honneur, le combat, la souffrance et ni la gloire. Mais c'est quelque chose qui, au fond de moi, me pousse, puisqu'elle me rassure. Voilà où est l'odeur des pères maritimes dans l'honneur que je défends. Alors, je m'excuse par avance pour ce manque d'originalité, mais comment conciliez-vous la liberté de penser et le métier des armes, le devoir de réserve et le respect des rapports hiérarchiques? Je regarde mon commandant au bout de la salle, qui m'a réprimandé exactement pour ces raisons, ayant choisi de hiérarchique pour un simple mail. Mais j'étais en faute, je l'avoue. Je ne l'en ferai plus, promis. J'ai toujours eu tendance à être d'un naturel réservé. J'ai préféré toujours me taire plutôt que de dire une bêtise. Si je m'exprime ce soir, c'est aussi en tant que militaire. Pas seulement pour vous exprimer ma pensée, parce que je ne pense pas qu'elle vous apporte grand-chose, si ce n'est un petit peu de distraction. Mais c'est avant tout pour moi, pour que je puisse avoir l'outil ensuite de pouvoir exprimer mes idées à mes hommes, qu'ils soient militaires ou civils, parce que le SID est composé aussi de civils de défense en grande partie. Voilà, merci. Alors vous dites être réservé et préférez souvent vous taire. Quelle place pour vous a le silence dans un discours? Je dirais que le silence entre les mots, c'est ce qui pèse le plus lourd dans un discours. C'est le moment, le public, le jury. Vous prenez le temps de comprendre les mots, de vous les approprier et de décider ou non si vous m'autorisez à passer en finale. Dans votre présentation, vous dites que votre citation préférée, c'est « Aimer, c'est agir » de Victor Hugo. Est-ce que vous pensez que il faut, lorsqu'on est militaire, il faut aimer pour agir, pour avoir du courage notamment? Et si vous avez des exemples. Aimer, c'est agir, c'est la pensée testamentaire de Victor Hugo. C'est les 3 derniers mots qu'il nous donne 3 jours avant sa mort. C'est des mots qui m'ont profondément marqué. Et j'ai réalisé que dans la bravoure, dans le courage, il y a forcément de l'amour. L'amour des siens, de ses proches, qui nous pousse, qui nous encourage à aller plus loin, à dépasser nos peurs. Il y a l'amour des autres, ce qui me permet de dire que le mot qui résonne pour moi à l'âme, c'est le service. Pour moi, aimer les autres, c'est servir. Et il y a l'amour de soi, c'est se dépasser, c'est continuer toujours de se développer. C'est sur un coup de tête se présenter à un prix de Caen sans jamais avoir mis les pieds sur scène. Merci beaucoup. J'appelle maintenant l'élève officier Mathis Padré de l'école navale. Alors vous êtes né sur l'île de la Réunion et vous y avez vécu jusqu'à vos 18 ans. Le Carib Poulet n'a plus aucun secret pour vous. Alors je ne sais pas si le jury est corruptible, mais sachez que moi, oui. Bonne chance. Mon général, cher jury, il est 16h30 au large de Brest. L'élève officier Padré est à la manœuvre à bord d'un bâtiment école pour l'une de ses premières fois. Le brouhaha règne en passerelle, à 17h mouillage. Les protocoles ne sont toujours pas déroulés, les contacts VHF toujours pas établis. Soudain, une voix scelle le sort. Pour exercice, drone sur bâbord. C'en est fait, je n'en puis plus. L'élève officier Padré n'a plus qu'à préparer son dernier sermon. Entre nous, comment pourrait naître le courage en pareilles circonstances, dans le désordre le plus total? Malraux nous le concède. Pour lui, le courage est une chose qui s'organise, qui vit, qui meurt, qu'il faut entretenir comme les fusils. La guerre, Malraux l'a vécue en Espagne. Il sait ce qu'est le courage au combat, combien il est fragile, combien il peut périr. Il connaît l'abrupte animalité qui pave les désillusions, la mort, les gémissements, le désordre qui nourrit le chaos. Le chaos, le découragement.
Voilà le rocher sur lequel se brisent les idéaux républicains. Sans ordre, sans discipline collective, les plus belles idées ne peuvent se mouvoir. Par le seul courage individuel, nulle victoire. Mais en le transformant, en l'organisant, nous faisons partie d'un tout plus grand, plus fort. Il en émane un sentiment noble, un esprit d'équipage, de corps. Bien sûr qu'il serait plus aisé d'y aller seul, tête baissée, sabre au clair, et crier à l'abordage. Voyons, c'est ça le courage, le panache. Non. Le courage n'est pas l'éclat d'un moment, il doit consacrer toute une vie. Imaginez-vous, pourrais-je dire, oh, aujourd'hui j'ai été plein de bonnes actions. Nous y voilà, je suis un homme vertueux. Voyons, nous serions tous saints. Commencer n'est rien sans persévérer. Le courage est un combat quotidien qui se forge dans l'adversité. Il fait taire notre égoïsme. Il est cette pugnacité de chaque jour vers le meilleur, sans craindre le pire. Il s'inscrit dans le temps, et chaque moment nous rappelle que notre engagement peut périr, et le courage avec lui. Par le courage, nous reconnaissons humblement notre faiblesse, pour exalter notre humanité. Nous combattons et l'inaction et l'excès de zèle. Par le cœur, intrinsèque étymologiquement au courage, nous transcendons la réalité. Car dans la noirceur de la guerre, il nous faudra conserver la clarté de nos convictions. Serment unanime de notre courage, de notre cohésion. Je ne dis pas sans réflexion avancée, en mettant en œuvre des systèmes d'armes toujours plus compliqués. Non. Je dis dominer nos peurs, être pugnace, mais savoir renoncer. Vaincre, mais toujours faire preuve d'humanité. Être digne, sage, cet entretien-là commence aujourd'hui, et c'est peut-être cela, organiser le courage. Je vous remercie. Vous pouvez nous refaire le même en chinois? Peut-être que ce ne sera pas très facile de l'exprimer en chinois. Je ne suis pas fluide complètement. En tout cas, je vous remercie. C'est toujours très rafraîchissant de voir ces messages d'espoir. Et je crois que c'est une forme aussi de courage, cette fraîcheur et cette jeunesse. Mais vous, à titre plus personnel, est-ce qu'il vous a fallu du courage pour vous arracher à cette île qui a nourri et bercé votre enfance et à tous ceux que vous aimez? Écoutez, c'est pas toujours facile de voir le regard de sa mère et de lui dire au revoir et quitter aussi tous ceux avec qui on a passé toute sa vie. Mais je rejoignais la métropole avec l'esprit d'aller plus loin, de me dépasser, de quitter ce que j'avais toujours connu. Oui, il a fallu un peu de courage, mais après, ça a été vraiment un bon moment passé. Vous avez mentionné dans votre intervention l'importance de savoir renoncer. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Parfois, on donne beaucoup. On avance, on met toute son âme, tout son corps, la sueur de son front, et on se dit non. Je ne peux pas m'arrêter. On sait très bien, on sait pertinemment que cela ne va pas fonctionner, mais on continue. Et je pense que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut savoir se dire, ça va être un échec, on s'arrête là, il vaut mieux, et c'est peut-être ça aussi le courage. C'est faire son lit tous les jours. Quelle est votre éducation au courage? Comme je le disais, je pense que le courage n'est pas simplement au combat, dans les moments de gloire. C'est quelque chose qu'on applique au quotidien. C'est chaque jour dépasser son petit confort personnel et se dire « Bon, c'est pas facile, je pourrais ne pas le faire, mais je me dépasse, je sors de ma zone de confort. » Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille, le courage, en sortant chaque jour de sa zone de confort. Votre œuvre préférée, c'est Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen de Stefan Zweig. Êtes-vous quelqu'un de nostalgique? Non, je ne suis pas nostalgique. Je lis Le Monde d'hier plus comme un témoignage. Je regarde l'histoire.
Oui, il y a une certaine beauté, un certain moment de voir ce beau temps. Mais nous ne sommes pas nostalgiques. Je pense qu'il faut vivre dans le temps présent, savoir voir la beauté au quotidien, autour de nous, et savoir vivre pleinement de notre époque. Donc non, je ne suis pas nostalgique, je manque dans le présent. Merci beaucoup. C'est maintenant à l'aspirant Pierrick Schwarzenbach de l'École de l'air et de l'espace de venir me rejoindre. Avec 2 parents réservistes dans l'armée de l'air et de l'espace et pilote d'avions légers, votre vocation était toute trouvée. Vous vous décrivez aussi comme solaire et perfectionniste. Alors c'est peut-être 2 atouts qui vont vous servir ce soir. Je l'espère pour vous. Bonne chance. Avant de commencer, je tiens à vous annoncer qu'aujourd'hui est pour moi un jour d'effort. J'ai traversé la France pour me présenter à vous, laissant mes camarades aux joies des stages terrain en campagne provençale. Et voilà que je déclame, énonce, prononce une palanquée de mots, que je me lance dans des phrases interminables sans peur de votre jugement, des phrases parfois sans autre but que de laisser passer le temps. Mais pour moi, quel exploit! Toi de toute façon, moins t'en fais, mieux tu te portes, m'a-t-on souvent répété petit. Mais après tout, pourquoi faire des efforts? Dans notre société capitaliste, dans laquelle ne cessent les échanges de valeurs, où tout travail mérite salaire, ne ferions-nous pas des efforts dans le seul but d'obtenir une satisfaction en retour? Ainsi, notre capacité à innover, proposer, suggérer ne serait-elle pas motivée que par le seul espoir d'obtenir en retour un bravo, un merci, un félicitations, ou encore mieux, un quel homme? Pourtant, à l'évidence, tous les efforts ne sont pas récompensés, et toutes les récompenses ne sont pas méritées. Je vais vous dire, si nous travaillons pour la récompense, il y a belle lurette qu'on aurait arrêtée, et vous ne seriez pas là à me regarder, car je ne céderai rien, ni au jury, ni à l'auditoire, ni à ma professeure. Nous agissons pour donner un sens à notre vie, car la vie faite de routine, d'automatisme, la vie fade ne se résumant qu'en l'optimisation d'un rapport effort-satisfaction, serait peut-être la consécration pour une intelligence artificielle, mais ce ne serait pas une vie d'homme. Par un miracle, encore inexpliqué, d'un amoncellement d'atomes regroupés en cellules organiques est apparue la vie. Nous ignorons encore d'où nous viennent ces pensées, d'où nous vient cette petite voix intérieure qui nous dicte nos désirs. Nous savons seulement qu'aucun régime autoritaire cherchant dans cette balance effort-satisfaction à imposer des sanctions si lourdes sur la pensée que l'inaction deviendrait plus rentable, aucun de ces régimes autoritaires n'a réussi à priver l'homme de son autodétermination. Aucun de ces régimes, si dissuasif soit-il, n'a pu ôter à l'homme son pouvoir de dire « je vous emmerde ». Et j'espère que ces hommes et ces femmes qui ont choisi l'inaction comme étant plus rentable, et elle l'est certainement, réaliseront un jour que rien ne vaudra jamais le plaisir de voir une tentative, aussi risquée soit-elle, se concrétiser. Que bien au contraire, le nombre d'obstacles surmontés ne pourra qu'accroître leur bonheur. Alors, cessez de craindre, faites de nouveaux pas, prononcez de nouveaux mots, levez la tête, marchez, parlez, hurlez si le cœur vous en dit, mais réalisez qu'il ne vous sera proposé qu'une fois cette fabuleuse opportunité de vivre. Vous voulez faire face aux cieux, voler, mais votre roman préféré, c'est 20 000 lieues sous les mers. Exactement. Quelle idée de choisir un tel roman. Quelle idée aussi, peut-on se dire, en embarquant dans le Nautilus. Mais quel voyage aussi. Quel choix pour un homme dont il existe 8 milliards d'exemplaires de chercher à s'isoler ainsi de ses semblables. Mais quel voyage au fond de ces eaux riches, encore peut-être méconnues, fabuleuses et sombres à la fois. Quel voyage et quel rêve pour le lecteur. Alors, le lecteur découvre à travers ce roman un océan parfois imaginaire de Jules Verne. Il découvre aussi un océan qui mériterait peut-être bien plus
que des microplastiques et de la surpêche, mais les pailles en carton arrivent. On vous a demandé de choisir votre mentor en matière d'éloquence. Vous avez répondu Charles de Gaulle. Bon, vous n'êtes pas mouillé. Est-ce que finalement le courage, c'est de pas d'oser de prendre des risques, quitte à ne pas plaire à tout le monde? Si, mais c'est aussi ce qu'a fait Charles de Gaulle. Alors, Richelieu, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, des hommes comme ça, il y en a en moyenne un par siècle dans notre histoire. Mais si on retient beaucoup de Charles de Gaulle des petites citations, un sens de la formule qui a permis à des gens de comprendre et de mémoriser des concepts parfois très complexes, on peut aussi retenir que Charles de Gaulle est l'homme qui a montré que les mots bien tournés pouvaient faire renaître l'espoir dans une nation au sein de laquelle tout semblait perdu. C'est l'homme qui a montré que les mots pouvaient pousser des hommes à tout sacrifier pour les mots et pour des mots que sont liberté, égalité et fraternité. Vous pouvez nous définir l'éloquence? Est-ce que pour vous, c'est juste une question de jolis mots qui résonnent, ou est-ce que derrière, il n'y a pas plus quand même? Justement, avec Charles de Gaulle, l'éloquence c'était quelque chose d'utile et pas uniquement un art de poète au coin d'une table. J'espère peut-être un jour vous faire cette démonstration. Bon, pour l'instant, je ne fais que parler à une assistance de concurrents qui se disent finalement quand est-ce qu'il va arrêter et quand est-ce qu'on l'éliminera, puisqu'on est des carnivores et qu'il faut passer en finale. Mais je m'échauffe. Et donc c'est moi qui vais vous arrêter. Il est l'heure de laisser votre place à l'aspirant Étienne de Guibert de l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. Alors vous aimez le travail du bois et les sports nautiques, mais je note également une passion pour les chansons de Dalida. Alors je crois sincèrement qu'il y avait une contre-thématique rétro. Ce soir, nous n'étions visiblement pas au courant, mais quoi qu'il en soit, le micro est à vous. Merci beaucoup. Avez-vous déjà ressenti cette curieuse sensation? Vous savez, cette impression d'être observé, que ce soit seul dans votre chambre ou au milieu de la foule. On se retourne, on cherche ce regard, mais rien. On en appelle alors à son sang-froid, à sa raison, ou à sa maman, mais ça ne suffit toujours pas. Alors, en dernier recours, on appelle son courage, et le courage nous apparaît. La première fois, on est plutôt surpris. J'imaginais le courage en dieu grec, un peu bourrin, mais là, devant moi, un gamin. Même pas un enfant modèle, non, non, loin de là, mais un enfant capricieux, un enfant gâté, un enfant exigeant, qui me regarde l'air de dire « Ça y est, enfin, tu te rends compte que je suis là ?» Bon. Avant de renvoyer chez lui ce gamin qui s'amuse à m'espionner, regardons-le d'un peu plus près. Ce visage, familier, et cet air narquois. Oui, il n'y a pas de doute, cet enfant, c'est moi. Le moi d'il y a 15 ans, certes, mais c'est bien moi. Et il me fixe toujours, froid et amer. Pire encore que des yeux revolver, je vois dans son regard les larmes de mes rêves abandonnés. Rêves d'enfant, rêves d'il y a longtemps. Rêves que je n'ai pas réalisés. Toutes les fois où j'ai détourné les yeux, par lâcheté ou par paresse. Toutes les fois où je n'ai pas eu ce courage dont Élie de Saint-Marc disait justement qu'il est la fidélité aux rêves de sa jeunesse. Et c'est loin d'être fini, car notre courage nous attendra toute notre vie. Tenez, regardez ces feuilles. Dans quelques années, si je retrouve ces lignes au fond d'un tiroir, eh bien ce sera le regard de l'aspirant de 20 ans qui pèsera sur moi. Ce jour-là, si j'ai déserté mes idéaux, je ne me ferai pas de cadeau. Croyez-moi, cher jury, j'espère que vous apprécierez mes paroles ce soir, mais j'espère infiniment plus m'y retrouver moi-même quand je serai sous-lieutenant, lieutenant ou capitaine. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous m'avez compris. La vie n'est pas toujours facile, mais le courage, lui, est constant. Il est l'élan de notre jeunesse qui nous pousse en avant, non pour chercher la simple facilité, mais au contraire, pour faire vivre notre courage par notre rage de vivre. Que ferait le courage si la vie était facile? Quoi? Sinon, souffrir éternellement, d'ennui et d'écœurement, et toujours nous fixer silencieusement. Non, le courage n'est pas fait pour une vie facile. C'est là son seul tort, parce que nous sommes faits pour l'héroïsme et pas pour le confort. Mais ne voyez pas cela comme une fatalité. Prenez-vous au jeu de la vie, comme disait Mère Teresa. Nous ne pouvons pas éliminer les défis de nos vies.
Alors, retrouvons goût à l'adversité. Mieux, demandons-la, comme faisait André Zirneld dans la prière du para. Mais alors, non seulement le courage ne croise pas les bras, mais il serre les poings, il écrit l'histoire, il bâtit des lendemains. Et dans le silence des victoires invisibles, des combats acharnés, des jours qui passent, se dépassent et s'étendent à l'infini. Devant les hommes qui, grâce à lui, tissent chacun de leurs héroïsmes, le courage sourit. Je vous remercie. Vous avez cité Zirneld. Vous avez cité l'aspirant Zirneld, c'est ça? Oui, en général. Et la prière du para, donc vous en tirez quoi finalement au fin fond du fond? La prière du para, c'est un texte que j'aime énormément en général. Je pense que c'est justement demander l'adversité, parce qu'on sait très très bien que c'est là-dedans qu'on va trouver véritablement l'accomplissement de ce qu'on est venu faire. En venant ici, je savais que je n'avais absolument pas envie de passer dans les derniers. Je pense qu'au final, c'est peut-être ça qui va peut-être me faire passer en finale, donc bon, on verra bien ce qu'on pourra en tirer. L'Étienne de Guibert d'il y a 10 ans est plus courageux que celui de maintenant. Mais alors celui dans 30 ans, il sera encore moins courageux? Je n'espère pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est son regard à lui, le Étienne de Guibert de dans 30 ans, dont je crains le regard aujourd'hui. Vous êtes ingénieur. Les ingénieurs ont souvent la mauvaise réputation d'être un peu des matheux. C'est pour prouver le contraire que vous êtes là? Ça doit être ça, oui. Bah, écoutez, mon camarade l'avait dit tout à l'heure, nous ne sommes pas forcément des hommes de lettres, en effet, mais c'est pour ça qu'on se met d'autant plus en difficulté en venant parler ce soir avec vous. En parlant de lettres, Cyrano de Bergerac est votre mentor. Au-delà de sa verve, que retenez-vous de ce personnage? Au-delà du verbe, c'est l'état d'esprit. C'est justement préférer le vers aux gloires de ce monde, préférer l'honneur à tous les petits privilèges, et tout à la fin, ne garder que son panache, même dans la mort. Est-ce qu'il était avec vous, ce petit enfant, ce petit de Guibert, ce soir? Il était juste devant le pupitre. Il est un peu trop haut, du coup je ne le voyais pas toujours très très bien, mais vos regards à vous étaient suffisamment impressionnants, vous inquiétez pas. Et vous disiez que vous voyez dans ses yeux les rêves non réalisés. Y a-t-il une date de péremption sur les rêves? Non, je pense pas, parce que je pense que jusqu'à sa mort, on peut réaliser ses rêves, mais pas tous ses rêves, parce que le petit Étienne de Guibert d'il y a 10 ans, justement, il avait des rêves peut-être un peu utopiques, c'est-à-dire de vouloir devenir à la fois militaire, à la fois ingénieur, à la fois éléphant dans le livre de la jungle, et à la fois médecin comme son papa. Je n'ai pas pu tout réaliser, donc voilà, l'utopie devient un rêve un peu plus sage. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Il est l'heure d'accueillir notre dernier candidat. Il s'agit du lieutenant Mathieu Herbette de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Vous aimez prendre des risques, notamment pour vous nourrir. Vous voyez où je veux arriver. Je vais arriver à cette fameuse expérience... je dirais un stage commando, ça vous parle? Un stage commando où vous êtes fait livrer de la nourriture par un camarade vivant pas loin, à proximité. Alors, vous ne vous êtes pas fait prendre, mais c'était de justesse. Alors, est-ce une forme de courage? Je ne sais pas, mais vous nous le direz peut-être. Pour qui se prend-il pour nous donner des leçons de courage? Je suis confus. S'agit-il du Ernst, héros de sa patrie? Ou bien du sombre administrateur de l'armée d'occupation basée à Paris? Est-ce le grand écrivain qui nous parle? Ou bien l'ami des comploteurs incapable de choisir son camp en leur faveur? Soit, c'était une période troublée où la limite entre le courage et la lâcheté était difficile à trouver. J'en conviens. Néanmoins, il emporte raison en tout point. Le courage, c'est ce qui sublime la passion, qui elle-même anime l'idéal en lequel l'individu a foi. Le courage,
C'est ce qui permet à Jean Moulin, malgré les supplices et la douleur, de faire le portrait de son bourreau et de l'attendre à cet officier de la Gestapo. Alors, à en croire les Cassandres de notre époque, qui ont d'ailleurs tout vu et tout vécu, ce sens du courage ne serait plus. Comme si nos aïeux avaient tout accompli, que leur passion leur avait permis de réaliser tout ce qu'il était possible de produire de grand et de beau en ce monde, et qu'il ne nous reste maintenant à nous plus qu'à détruire l'héritage qu'ils nous ont transmis. Mais cette fin de l'histoire n'est qu'une farce dont ils se sont convaincus, eux qui vous parlent d'un temps que même les plus de 80 ans ne peuvent pas connaître. Au diable ces oiseaux de malheur, ils sapent cette passion et cet enthousiasme qui font dire aux gens de notre génération de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, bon sang. Alors oui, vous me direz qu'il est facile d'affirmer son courage pour quelqu'un qui n'a jamais eu à le prouver. Vraiment, vous le pensez? Mais le courage peut prendre beaucoup d'aspects. N'est-il pas courageux celui qui se lève tous les matins pour aller travailler, pour gagner sa vie? N'est-il pas courageux celui qui s'arrête un instant en cette rue pour donner un peu de son temps aux démunis? N'est-il pas courageux, enfin, celui qui enseigne les valeurs de son pays, malgré les menaces qu'il subit? Pourrait-il le payer de sa vie? Le courage n'est pas le monopole des héros, ni l'apanage d'une certaine tradition. Non, le courage, c'est avant tout un frémissement, un sursaut, une idée qui fait dire à qui a suffisamment de passion, ceci est ma conviction. Je vous remercie. En fait, c'était Napoléon que vous vouliez commenter, là. C'était votre citation, mais vous avez l'étincelle de la grande ambition? Vous avez l'étincelle de la grande ambition? Je ne sais pas si je l'aime en général. Je dirais que ce sont les opportunités de la vie qui me laisseront le voir. Mais en tout cas, oui, j'aurais adoré disserter sur Napoléon. Pour résumer l'armée en un mot, vous avez dit discipline. Est-ce que c'est pas un peu cliché? Y a-t-il autre chose que la discipline dans l'armée? Oui, c'est un peu cliché, mais vous savez, je suis un homme banal. Qui n'a pas triché lors d'un stage commando? Oui, la discipline, c'est le cœur de l'armée. Mais en même temps, s'il n'y a pas la discipline, il n'y a plus d'armée. Une armée qui n'est pas disciplinée en temps de paix, elle ne le sera jamais en temps de guerre. Vous dites suivre l'actualité nationale avec passion. Vous dites également être particulièrement touché par l'interprétation de Cyrano de Bergerac par Gérard Depardieu. Alors, courage, audace ou provoque? Je dirais un peu des trois. Vu le contexte actuel, notamment judiciaire, ce serait peut-être une bêtise. Peut-être n'avais-je pas suivi ses déboires. En tout cas, moi, ce film, je continuerai à le regarder avec plaisir. Votre œuvre préférée est La Nuit des temps de Barjavel. Si vous vous les réveillez des milliers d'années plus tard, vous vous sentez lâche ou courageux? J'aurais dit lâche peut-être d'être le dernier de mon espèce, de ne pas être mort avec ceux que j'aimais, mes camarades, ma famille, mes amis, ma compagne, et en même temps courageux d'être le dernier représentant d'une espèce peut-être disparue. L'histoire nous le dira. Vous terminez votre discours sur des convictions. Avez-vous le courage de vos convictions? En tout cas, j'ai essayé de vous le démontrer lors de ces 3 petites minutes qui m'étaient accordées. Le courage des convictions, il s'entretient tous les jours, oui. C'est pour ça que j'ai souhaité finir par ce courage du quotidien et aussi ce courage de Samuel Paty, qui a continué à faire ce qu'il avait à faire. C'est aussi pourquoi il était payé, mais parce qu'il avait le courage de ses convictions. Je reviens à cette affaire de stage commando. Est-ce que vous pensez que parfois tricher, c'est être courageux? Oui, parfois il faut tricher. Vous savez, à l'école, je n'ai jamais triché.
ou en tout cas je ne m'en souviens plus, je fais bien exprès de ne pas m'en souvenir. Mais oui, tricher c'est être courageux, c'est aussi être intelligent. Puisque si on est uniquement courageux, on finit par recevoir des honneurs militaires dans un tombeau, dans un cimetière. Parfois c'est beau, mais parfois ça aurait pu être évité pour le pire comme pour le meilleur. Donc oui, il faut avoir l'intelligence de situation de tricher. Et nous finirons donc sur l'éloge de la triche ce soir. Désormais, vous avez vu les 16 candidats de cette demi-finale. Cher jury, vous avez donc exactement 15 minutes et pas une de plus. Oui, j'ai des consignes très fermes pour délibérer. Nous vous attendons avec impatience. Bien, un petit mot tout d'abord pour vous féliciter les uns et les autres pour votre engagement. C'est une preuve de courage d'être monté ici sur cette scène, de vous être adressé ici devant nous toutes et tous. Vous êtes livrés d'une certaine manière. C'est une belle preuve de courage, donc bravo à vous. Le départage des sélectionnés pour la finale a naturellement été assez compliqué. Fort heureusement, et c'est aussi là l'une des forces du collectif, on a croisé nos appréciations, nos vues, et on a sorti 6 noms qui vont vous être donnés non pas dans l'ordre de passage, mais dans l'ordre alphabétique des 6 sélectionnés. Pour le premier de ces 6, je laisse la parole à Gauthier Gadriot. Alors, le premier est l'officier élève Mayol Cassan. Le deuxième est l'aspirant Arthur Philippi. Nous avons ensuite le commissaire Jean Garcia. Nous avons ensuite l'élève officier Mathis Padré. Nous avons ensuite l'aspirant Pierrick Schwarzenbach. Et enfin, l'aspirant médecin Baptiste Thomas. Bon, en tout cas, bravo à tous les candidats, bravo aux heureux finalistes qui vont pouvoir replonger dans leur préparation pour la finale qui va être chouette. Bravo à tous ceux qui ont participé, on a vraiment passé un moment assez extraordinaire, c'est le cas chaque année. Je vois qu'il y a des anciens qui sont venus l'année dernière, qui sont revenus cette année, donc c'est chouette aussi de voir qu'il y a une solidarité entre toutes les promotions. Et ben on a hâte d'entendre les finalistes dans 2 semaines, je crois. 2 semaines, oui. Ce sera le 4 juin à Ballard et sur un thème ô combien inspirant puisque ça sera la victoire. Cher jury, merci infiniment d'avoir participé à cette demi-finale. Félicitations évidemment aux 6 lauréats et à tous les participants. Évidemment, vous avez tous brillé ce soir. Ce fut un plaisir d'animer cette soirée et de vous avoir à mes côtés. Merci à tous et excellente fin de soirée.